nous allons passer à la thématique du travail, qui est au cœur de l'enquête dont ce livre est largement le produit et qui est l'objet d'études à travers lequel Pierre Bourdieu se fait sociologue. Pour ce faire, donc, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Maxime Kijou, qui a édité l'ouvrage Bourdieu et le travail. Maxime, on observe que la réflexion sur le travail occupe une place paradoxale dans l'œuvre de Pierre Bourdieu. Travail et travailleurs en Algérie semble le seul livre qu'il a consacré au travail, mais sa façon d'étudier à la fois les modes de domination liés au travail et sa place dans la vie sociale a ouvert des perspectives qui traversent un peu l'ensemble de son œuvre. On le voit comment, en quelque sorte, le travail vient être un pivot à partir duquel il développe ses analyses sur la dépossession économique, mais aussi, comme le dit Seta Sadik, la question de la domination symbolique. Il lui ouvre aussi des perspectives pour une sociologie de la conscience temporelle ou sur les relations entre les conditions d'existence et les espérances, ou comment ces analyses sur le monde du travail mettent en lumière le poids de l'héritage culturel dans la production et perpétuation des inégalités sociales, notamment donc dans le champ de l'école, etc. Donc, en partant de ce livre, pourrais-tu restituer la place du travail dans la sociologie développée par Pierre Bourdieu et ce qu'elle a occupé dans la sociologie du travail en France et comment sa manière de l'analyser lui a ouvert de pistes pour construire une sociologie des rapports de domination. Bien, bonsoir Amine, bonsoir tout le monde. Alors, avant de commencer, je tiens à te remercier, Amine, de m'avoir convié à cette table ronde et surtout d'avoir rendu possible cette réédition de Travail et travailleurs en Algérie de Pierre Bourdieu. Alors, je vais peut-être rapidement commencer par expliciter les raisons de cette invitation. Comme tu l'as rappelé à l'instant, pour le 10e anniversaire de la disparition de Pierre Bourdieu, j'ai organisé en 2012 un colloque intitulé Bourdieu et le travail, visant à mettre au jour les liens entre le sociologue et cette institution sociale. Alors que peu de domaines semblent échapper à son analyse, la famille, l'école, la culture, l'économie, les classes sociales, etc., le travail apparaissait comme un angle mort surprenant de son œuvre. En réunissant plus d'une cinquantaine de contributions, le colloque a eu pour objet de mettre en lumière la manière dont sa pensée éclairait le champ du travail. Qu'il s'agisse du travail enseignant, infirmier, policier, syndical ou artistique, le colloque puis le livre éponyme apparu en 2015 aux presses universitaires de Rennes et depuis disponible gratuitement en ligne, ont réussi à montrer la place déterminante qu'occupait Bourdieu dans les analyses du travail aujourd'hui. Alors, cette réussite n'allait pourtant pas forcément de soi. Comme j'ai pu le montrer en introduction du livre, la sociologie du travail entretient une distance aussi ancienne que profonde à l'égard du sociologue français, se traduisant le plus souvent par une ignorance convenue de ses travaux, parfois aussi par une franche hostilité. Le dictionnaire du travail dirigé par Antoine Bévor, Annette Jobert, Michel Lallemand et Arnaud Mias paru en 2012 offre ici un bel exemple. Au cours des 140 articles, soit 860 pages, rédigés par les plus grands spécialistes français, Bourdieu n'apparaît qu'à 3 reprises. Dans son ouvrage sur l'histoire de la sociologie du travail en France paru en 2011, Lucie Tanguy rappelle par ailleurs que, je la cite, « Bourdieu n'a pas d'influence sur les sociologues du travail des années 60 et 70. Le numéro anniversaire publié pour les 40 ans de la revue Sociologie du travail au début des années 2000 semble le confirmer également. » Les analystes du travail hors de France sont-ils alors plus réceptifs à sa pensée que peuvent l'être ses compatriotes? Rien n'est moins sûr. À l'occasion d'un article paru en 2016 dans la revue European Journal of Sociology, Andrew Abbott et Étienne Ollion montrent à partir d'un travail statistique sur une vingtaine de revues américaines que la seule revue du travail, Work and Occupations, fait partie des 3 revues du lot qui ne le citent quasiment jamais au cours des 20 dernières années. Dans ses conversations avec Bourdieu, récemment traduites en français, le sociologue Michael Burawoy, à qui l'on doit des analyses déterminantes sur le travail ouvrier, témoigne quant à lui d'une franche aversion pour le sociologue français. Pour lui, je le cite, « L'habitus n'est pas un concept scientifique, mais une notion commune avec un nom clinquant, un concept sans contenu qui pourrait tout autant être traduit par personnalité ou caractère. » Alors, comment expliquer un tel désaveu de la part des sociologues du travail à l'égard de Pierre Bourdieu? Dans un sous-champ sociologique pour lequel la question de l'autonomie est centrale, le mécanisme de méconnaissance au cœur des principes de domination ne constitue pas pour eux un outil de compréhension, mais bel et bien au contraire un concept qui entrave la compréhension des attitudes au travail. Plus largement, les sociologues du travail n'ont pas beaucoup apprécié que Bourdieu leur vole le monopole que leur objet détenait, et eux avec, sur la compréhension des sociétés industrielles. En déplaçant la focale vers l'école et la culture,
Bourdieu a ringardisé le travail en tant que principe explicatif dominant des dynamiques sociales. Depuis, la massification scolaire d'un côté, la massification du chômage et de la précarité de l'autre, ont inexorablement renforcé cette configuration. Désormais incapable d'apporter la promesse de conditions d'existence minimales, de mobilité et de valeurs sociales, le travail a été démonétisé au profit de la famille, de l'école et du diplôme dans la compréhension des phénomènes sociaux contemporains. Cette situation explique probablement le long sommeil dans lequel s'est retrouvé Travail et travailleurs en Algérie pendant plusieurs décennies. Cette entreprise de réédition offre donc une formidable opportunité de réconcilier le sociologue avec un domaine déterminant du social, notamment en levant toute une série d'idées reçues sur son parcours et ses concepts. Travail et travailler en Algérie rappelle tout d'abord que Bourdieu a été un grand sociologue du travail, non seulement dans ses premières années, mais tout au long de sa carrière. La nouvelle édition, en ce sens, donne à voir tout un ensemble d'archives très instructives sur la manière dont Bourdieu menait l'enquête auprès des travailleurs, en soulignant l'importance de l'articulation entre travail statistique et enquête ethnographique. Si par la suite le travail semble s'effacer comme objet de recherche dans son œuvre, la question revient toutefois régulièrement. Son fameux texte « La double vérité du travail », reproduit d'ailleurs en annexe de la nouvelle édition, est issu par exemple d'un séminaire international tenu dans les années 70, au cours duquel Bourdieu discuta Michel Perrault. Si Travail et travailler en Algérie a considérablement influencé ses études sur le monde étudiant, comme le reconnaît lui-même Bourdieu, il sera le cœur également de ses explications, 25 ans plus tard, des portraits de la misère du monde, comme tu l'as rappelé en introduction, Amine. Il existe en effet une grande proximité dans l'analyse faite entre les travailleurs algériens dépaysanisés, comme il disait, par la colonisation, et les ouvriers désindustrialisés par le capitalisme financier. Lorsqu'il se lance à la fin de sa vie dans la construction du mouvement social européen, il place toute sa confiance et tous ses espoirs de transformation sociale sur les épaules d'une syndicaliste des PTT, Annick Couppé. Travail et travailleurs en Algérie, en effet, était précurseur d'un ensemble de transformations advenues bien après sa publication. Alors que la sociologie française s'évertue à comprendre les effets de l'organisation du travail sur la classe ouvrière française, ignorant tout des problématiques du chômage de masse dans un contexte de plein emploi, Bourdieu initiait, 20 ans avant tout le monde, si je puis dire, les premières analyses sur les effets de l'inactivité et du sous-emploi. De fait, Travail et travailler en Algérie propose moins une sociologie du travail stricto sensu, attentive à l'organisation de la production, aux activités et aux rapports sociaux du travail, qu'une anthropologie des moyens de subsistance. En s'appuyant sur Weber et Sombart, il s'intéresse avant tout à la manière dont des personnes subissent l'imposition violente d'une nouvelle conception de l'effort, commensurable et comparable, venant bouleverser les normes et les hiérarchies traditionnelles. Alors que le travail productif apparaît en France comme un fait social complètement naturalisé, dont on interroge peu les finalités, Bourdieu engage une réflexion unique sur les modes d'imposition d'un nouveau régime de production, dont la particularité est d'imposer ses valeurs et ses croyances à des populations particulières, tout en entravant leurs possibilités pratiques de réalisation. C'est la mise en lumière de ce décalage, fortement étayé par ces données, qui constitue l'originalité et la puissance de cet ouvrage. L'exploitation du travail ne constitue pas le stade le plus avancé de l'aliénation capitaliste, mais bien l'organisation de l'activité contrainte et forcée. À cet égard, Bourdieu met en lumière une dimension alors largement ignorée du capitalisme français par les sociologues de l'époque. Le capitalisme n'organise pas la rareté du travail de manière uniforme. Il classe et distribue selon des critères discriminatoires entre Européens et Algériens. Le grand apport de Bourdieu réside alors dans la manière de rappeler la fonction centrale du travail comme ordonnateur des conditions de vie, des représentations sociales et du rapport à soi et au monde. Face à des sociologues souvent enfermés sur l'atelier et la tâche, il rappelle que le travail domine les existences en imposant des trajectoires héritées et projetées, des positions sociales et une économie morale, si je puis dire, qui légitime leur distribution dans la société. Or, si cette institution est si importante dans la structuration de la société, Bourdieu montre, par son approche anthropologique et historique, que sa définition est socialement construite. En définitive, Travail et travailleurs en Algérie nous rappelle à quel point il est impossible de faire de la sociologie du travail sans comprendre sa fonction initiale, un moyen de subsistance destiné à servir des conditions d'existence déterminées et ou désirées. À trop vouloir savoir comment les travailleurs travaillent, les sociologues ont tendance en effet à oublier l'essentiel. Pourquoi les travailleurs travaillent-ils? Quelle définition ont-ils du travail et quelle place celui-ci occupe-t-il dans leur existence? Bourdieu nous offre alors ici un enseignement précieux, souvent omis également. Le travail façonne les conditions d'existence, mais aussi la et les valeurs sociales des individus.
La grande révolution du capitalisme est d'avoir monétarisé et fractionné l'effort qu'impose la subsistance et se faisant un nouvel ordre méritocratique qui demeure intact aujourd'hui. Si les enquêtes sur le travail contraint, la perte d'autonomie, les cadences infernales, les injonctions contradictoires sont essentielles pour comprendre la réalité contemporaine du travail, Travail et travailleurs en Algérie nous rappellent qu'il ne faut pas perdre de vue les raisons et les logiques rétributives du travail, qu'elles soient économiques ou symboliques. À cet égard, Bourdieu rappelle que si le chômage plonge les individus dans une aliénation telle qu'il les empêche de penser leur annihilation, il signale aussi que l'emploi permanent et la qualification offrent les contours d'une position scolastique, si je puis dire également, clé d'une conscience de classe et d'émancipation. Le salaire et la carrière, objet un peu délaissé aujourd'hui, demeurent des préoccupations centrales pour comprendre les dynamiques contemporaines du salariat et au-delà de la société. Dans un contexte où l'emploi se précarise et fragilise les conditions d'existence, cette réédition apparaît comme une formidable invitation à repenser le travail comme producteur social et culturel des positions et des représentations contemporaines. Plus d'un demi-siècle après les héritiers, la méritocratie scolaire semble plus que jamais contestée et offre une occasion unique de repenser l'ordre social et moral à partir du travail. En somme, si les sociologues du travail veulent refaire du travail l'institution dominante de l'explication du social, c'est avec Bourdieu qu'ils pourront le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime, de ce portrait assez complet sur les principes de cette sociologie du travail développée comme Bourdieu, qui s'initie avec Travail et travailleurs en Algérie, et comme tu l'as dit aussi, se prolonge tout au long de son œuvre, à penser notamment, effectivement, même le séminaire dont la double vérité du travail est issue, qui est issu d'un séminaire réalisé en 1975 sur les greffes et les conflits au travail, donc avec Michel Perrault, comme tu l'as dit, avec E.P. Thompson, avec Charles Tilly, avec Eric Hobsbawm, qui se retrouvent donc à l'école de hautes études et commencent à penser cette question et comment elle se prolonge et se développe sur d'autres terrains d'études. Donc, merci beaucoup pour cette réflexion que tu nous apportes.